Au sommaire du numéro 17 de Kiné Vidéo, la cicatrisation du ligament, professeur Jacques-Paul Borel, professeur François-Xavier Macquart, laboratoire de biochimie médicale, Université de Reims. L'examen clinique des lésions de la cheville, docteur Jacques Rodinot, service de traumatologie du sport, hôpital Saint-Maurice. La rééducation de la cheville, Gérard Pierron, moniteur cadre, enseignant à l'école de kinésithérapie de Saint-Maurice. Professeur Borel, un ligament vient d'être lésé. Comment cicatrise-t-il? Il cicatrise en effet, car tout doit cicatriser, tous les tissus, tous les organes, faute de quoi nos organismes s'effondreraient, la vie serait impossible. Donc la cicatrisation, c'est un phénomène tout à fait important pour tous nos organes, et parmi eux, pour les ligaments qui sont si importants dans le maintien et le fonctionnement des articulations, ces ligaments qui sont des trousseaux de fibres de nature conjonctive. Alors ce tissu conjonctif, est-ce que vous pouvez nous le définir? Effectivement, quand vous dites est-ce que vous pouvez, vous avez raison, car c'est assez difficile, étant donné que c'est un ensemble complexe de plusieurs types de tissus. Tout le monde sait que les tissus vivants sont constitués d'un assemblage de cellules, généralement unies les unes aux autres par des liens étroits et donc constituant des espèces d'assises superposées. Dans le cas du tissu conjonctif, au contraire, ces cellules sont loin les unes des autres, sont séparées par un tissu, par une substance qui n'est pas cellulaire, qui est appelée substance fondamentale, et dans laquelle baignent des fibres, qu'il s'agisse de fibres de collagène, très épaisses, très solides, qui sont au fond des ficelles destinées à retenir les diverses parties d'un organe, et puis d'autres fibres plus fines, les fibres élastiques, et puis encore une substance de nature glucidique, c'est-à-dire qui dérive des sucres, et qu'on appelle les protéoglycanes. Et le tout baigne dans de l'eau, et c'est un ensemble extrêmement visqueux. D'où la résistance au choc de ces tissus, due à ces sucres, et également la solidité mécanique due aux fibres tout à fait solides de collagène. Ceci, c'est une vue d'ensemble, car il y a des quantités de modalités de tissus ou de types de tissus conjonctifs. Nous en connaissons bien un qui est sous la peau, qui est le tissu conjonctif lâche, c'est peut-être le plus facile à observer. Et puis il y a des tissus conjonctifs beaucoup plus solides, beaucoup plus résistants, comme celui des tendons, comme celui des ligaments, comme celui des aponevroses, qui sont des feuillets résistants situés entre des types cellulaires différents. Il y a aussi les collagènes de membrane basale, les collagènes des vaisseaux, et puis des tissus conjonctifs plus élaborés, comme ceux du cartilage, très spécialisés, ou comme ceux de l'os. J'ai dit tout à l'heure des collagènes, car effectivement, quelquefois on a trop tendance à assimiler tissu conjonctif et collagène. Le collagène est une partie du tout qu'est le tissu conjonctif, mais il faut dire que dans chacun de ces tissus conjonctifs, il y a des types de collagènes différents. Les collagènes constituent la famille de molécules prédominantes dans les tissus conjonctifs. Vous venez de définir différents tissus conjonctifs, mais comment ceux-ci cicatrisent-ils, et notamment le ligament? Eh bien, imaginons un ligament avec ses faisceaux de collagène que je définissais tout à l'heure, situés les uns à côté des autres, parallèles, et puis voilà un traumatisme, une extension, une élongation brutale, et il y a un trou qui se forme au milieu, et ce trou, eh bien, la nature a horreur du vide, il va falloir le combler. Or, vous
savez, je l'ai dit, je l'ai mentionné tout à l'heure, les molécules du tissu conjonctif sont extracellulaires, mais elles ont absolument besoin de cellules pour être fabriquées, car ces cellules, ce sont des usines avec une machinerie qui fabrique les molécules du tissu conjonctif, notamment ce fameux collagène. Donc, la première réaction de ce tissu blessé, ça va être d'appeler à la rescousse des cellules. Et pour cela, eh bien, d'une part, il y a toujours un petit capillaire qui passe par là et qui est rompu dans le traumatisme. Et ce petit capillaire déverse les constituants sanguins. Le sang est déjà un milieu qui prépare la cicatrisation. D'abord, parce qu'il apporte les facteurs de coagulation. Et tout de suite, la coagulation sanguine, non seulement arrête l'hémorragie, ou la limite, mais encore les facteurs même de coagulation et les toutes petites cellules qui viennent participer à la coagulation qu'on appelle les plaquettes, sont porteurs de substances chimiques qui préparent la cicatrisation. Dès la première minute d'une blessure, la cicatrisation commence. Donc, ce tissu est abîmé et il commence à être envahi par le sang qui coagule et par certaines cellules sanguines. Et les cellules déjà présentes à ce niveau se mettent à dégrader, à détruire toutes les parties lésées du tissu. Il en résulte une sortie à partir du foyer de blessure, une sortie de substances que nous appelons le plus souvent des peptides, c'est-à-dire des petites substances constituées d'un enchaînement d'acides aminés, qui diffusent au loin. Et ces substances ont une propriété curieuse, elles servent de signaux d'appel pour d'autres cellules. D'une part encore des cellules sanguines comme des globules blancs, mais aussi des fibroblastes. Eh bien ces fibroblastes, à l'état normal, ils sont quelque peu endormis dans le tissu conjonctif. Ils attendent, ils sont là justement pour procéder aux réparations si nécessaire, et par conséquent, ils viennent s'amasser dans le foyer de blessure, comme nous l'avons vu, attirés par les facteurs chimiotactiques, et ils se mettent d'abord à achever le nettoyage. C'est un nettoyage tout à fait extraordinaire, puisqu'il utilise de l'eau oxygénée, car certaines cellules, certains globules blancs fabriquent de l'eau oxygénée, d'autres cellules fabriquent de l'eau de javel, de l'hypochlorite. Donc c'est vraiment un nettoyage en grand de la zone blessée. Les chirurgiens n'ont rien inventé qui déterge les plaies avant de les penser, de les faire cicatriser. La cicatrisation a besoin d'une zone propre. Et dès que cette zone est nettoyée, nos fameux fibroblastes deviennent des usines de synthèse. Que se passe-t-il? Eh bien, il leur arrive de toutes parts des toutes petites molécules que j'ai déjà signalées tout à l'heure, qui s'appellent des acides aminés. Ces acides aminés rentrent dans le cytoplasme, traversent la membrane, rentrent dans le cytoplasme et vont dans une région qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Et là, ils sont happés par des molécules qui ressemblent un petit peu, de façon très schématique, à des feuilles de trèfle, et au moins quand elles ne sont pas appuyées sur elles-mêmes. Et ces molécules qu'on appelle des ARN de transfert véhiculent les acides aminés jusqu'à leur emplacement et les accrochent les uns à côté des autres, servent d'adapteur sur une molécule qui est la molécule modèle dans cette synthèse et qu'on appelle l'acide ribonucléique messager. Rappelez-vous, c'était une découverte de l'Institut Pasteur de messieurs Jacob et Monod il y a déjà bien longtemps. Eh bien, cet acide ribonucléique messager, c'est le modèle qui permet d'associer les acides aminés dans un ordre qui est différent pour chaque protéine. Si vous imaginez qu'il y a des centaines de milliers de protéines différentes dans un même individu, et même déjà dans une cellule, vous comprenez la complexité du phénomène. Quoi qu'il en soit, notre acide ribonucléique messager spécifique des chaînes du collagène associe ces acides aminés dans l'ordre des chaînes du collagène, et nous avons donc affaire à une chaîne polypeptidique qui ne comporte pas moins de 1500 acides aminés. Vous voyez que c'est quelque chose de très long. Si la vision moléculaire nous était donnée, nous verrions un monstre, un géant, un câble, un taureau. D'autant plus que 3 chaînes polypeptidiques de la sorte s'associent, tournent les unes sur les autres, formant un véritable câble à 3 taureaux. Et ce câble, qui est le procollagène, est contenu dans une espèce de petite vésicule
avec beaucoup de ses consoeurs. La petite vésicule porteuse de ces molécules de procollagène circule progressivement à travers le cytoplasme, et là il y a un phénomène très amusant. Pour sortir du fibroblaste, elle en sort à travers la membrane au niveau, à la queue du fibroblaste, puisque la cellule se déplace tout le long de la cellule, et tout à l'heure on vous dira tout au long de la partie blessée, la cellule se déplace à travers la zone blessée, et nous dirons tout à l'heure, nous verrons qu'elle se déplace dans le sens des lignes de tension, des lignes de force. Et en se déplaçant, elle laisse derrière elle un véritable sillage de molécules de collagène. Et il y a une expression dont nous avons bien ri tout à l'heure ensemble, en préparant la présentation, comme de la bave d'escargot derrière un escargot qui se promène par temps de pluie. Donc, nos molécules de précurseurs du collagène, nos molécules de procollagène, se trouvent parallèles les unes aux autres, toutes disposées dans le sens de la longueur. Elles sont déjà prêtes à fusionner entre elles, à s'associer pour former une fibre. Seulement, cette fibre, jusque-là, n'est pas encore assez solide, et des liaisons chimiques vont s'établir perpendiculairement à la direction de la fibre, des liaisons chimiques qu'on appelle prétentieusement des liaisons croisées, parce qu'elles croisent la direction de l'axe. Ces liaisons vont faire de cette molécule de collagène une énorme molécule fibrillaire, résistante, solide, et c'est elle qui répare vos ligaments. Que peut-on faire pour améliorer la synthèse du collagène? Je crois que pour répondre à cette question, il faut toujours procéder logiquement en fonction des données biologiques. Le collagène, c'est une protéine. Donc, il faut suivre toutes les règles qui peuvent améliorer une synthèse protéique. Et d'abord et avant tout, il faut fournir un régime alimentaire qui permette de synthétiser des protéines, donc qui en contiennent ou qui contiennent des acides aminés. Il est évident qu'un sujet dénutri fera une mauvaise cicatrisation. Ceci est général pour tous les tissus et particulièrement vrai pour le tissu conjonctif. Ensuite, eh bien, il y a des traitements à éviter. Vous savez qu'il y a certaines hormones stéroïdiques, les corticostéroïdes, qui empêchent toutes les synthèses protéiques, donc surtout de ne pas appliquer de corticostéroïdes au moment inopportun. Et puis, il y a un champ d'investigation tout à fait remarquable. Comme on l'a dit tout à l'heure, les cellules échangent des messages. Elles se disent les unes aux autres, c'est le moment de grandir, c'est le moment de synthétiser du collagène, c'est le moment de se diviser. Et ces messages, c'est ce qu'on appelle des facteurs de croissance, qui sont des substances émises par certaines cellules, par exemple les globules blancs, pour activer la synthèse du collagène par les fibroblastes. Eh bien, ces substances, on commence à connaître leur structure, à pouvoir les préparer en laboratoire, et on s'en servira donc comme des médicaments dont la pénétration dans le tissu sera naturellement tout à fait critique afin d'exercer leur effet. Et par conséquent, on s'achemine de plus en plus vers des méthodes spécifiques d'activation de la réparation de ces tissus articulaires ou de ces ligaments. Et dans notre laboratoire, nous avons contribué de façon expérimentale à ce genre d'études, comme vous allez le voir maintenant. À l'université de Reims, dans le laboratoire de biochimie médicale, les professeurs Borel et Macquart travaillent sur le tissu conjonctif et la cicatrisation. Les fibroblastes sont cultivés à partir de fragments de peau découpés en petits morceaux, baignant dans un milieu de culture composé de glucose, de vitamines et de sels minéraux, mélangés avec du sérum de veau fœtal qui constituent les facteurs de croissance. Cette préparation, réalisée dans des boîtes de culture, a pour but de reproduire du tissu conjonctif en lattice. Monsieur le professeur Macquart, de vos recherches sur le tissu conjonctif, peut-on tirer des enseignements pour améliorer la cicatrisation du ligament? Alors effectivement, nous avons développé au laboratoire un certain nombre de modèles de culture cellulaire qui nous permettent de reproduire plus ou moins fidèlement ce qui se passe dans les tissus vivants. Ce sont des modèles de culture cellulaire. Les fibroblastes du tissu conjonctif peuvent être cultivés soit au fond de flacons de plastique tels que celui-ci, soit dans des boîtes de pétri
telles que celle-là, dans lesquelles on peut former des réseaux tridimensionnels de collagène ou bien des caillots de fibrine, ce qui reproduit à ce moment-là ce qui se passe au stade initial du phénomène de cicatrisation. Les fibroblastes sont donc ensemencés à l'intérieur de ces réseaux tridimensionnels et ils vont exercer des tractions sur les fibres qui les entourent, ce qui va provoquer une contraction progressive de ce réseau, qu'on appelle également un lattice. Mais au fur et à mesure que ce support se rétracte, les fibroblastes vont en quelque sorte s'endormir, un peu comme dans les tissus adultes matures normaux. Et donc notre problème va être de les réveiller, soit pour les faire se multiplier, soit pour leur faire synthétiser davantage de collagène. Alors comment peut-on réveiller ces fibroblastes? Alors ces fibroblastes peuvent être réveillés en quelque sorte par divers stimuli. Le premier, tout d'abord, c'est la nature de la matrice extracellulaire qui les entoure. Il est montré dans notre laboratoire que lorsque les fibroblastes sont au sein d'un réseau de fibrines, ils synthétisent plus de collagène que s'ils sont déjà entourés de collagène. C'est le premier point. Deuxième facteur, ce sont les facteurs de croissance polypeptidiques. Ces molécules sont des protéines qui sont synthétisées par diverses cellules et qui ont la propriété soit de faire se multiplier les fibroblastes, soit de leur faire synthétiser davantage de collagène et des autres macromolécules du tissu conjonctif, ce qui va donc favoriser le phénomène de cicatrisation. Le troisième point, ce sont des facteurs mécaniques, l'influence des tractions. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque les fibroblastes rétractent leur support, en même temps, ils s'endorment. Si on oppose une contre-traction, eh bien à ce moment-là, ils vont se réveiller et synthétiser davantage de collagène. Il y a un dispositif très ingénieux qui a été mis au point dans le laboratoire de Charlie Lapierre à l'université de Liège, dans lequel on peut tendre une culture de fibroblastes en matrice tridimensionnelle de collagène entre deux pinces, et à ce moment-là, on constate que les fibroblastes synthétisent plus de collagène que si on les laisse librement rétracter leur support. Donc ça, c'est le facteur mécanique. Il y a également l'influence de courants électriques qui a pu être démontrée par des expérimentations in vitro. Des courants électriques de faible amplitude stimulent la synthèse de collagène par les fibroblastes du tissu conjonctif. Par contre, nous avons effectué des expériences avec un rayonnement laser infrarouge et nous n'avons trouvé aucune activité sur la synthèse de collagène par les fibroblastes. Cela veut dire que si on tire sur le lattice dans une direction bien précise, on oriente la cicatrisation. Oui, effectivement. Et donc, si on exerce des tractions aux deux extrémités du lattice, on va voir les fibroblastes qui, au départ, étaient dispersés dans toutes les directions, s'orienter parallèlement les uns aux autres dans le sens des lignes de force qu'on exerce sur le lattice. Donc, les conclusions qu'on peut tirer de ces expériences, c'est que l'application de stimuli appropriés à des fibroblastes en état de quiescence est capable de les activer et de leur faire synthétiser du tissu conjonctif nouveau et qu'on espère bien organisé et fonctionnel. Alors, à côté de ces études en culture cellulaire, il y a déjà de nombreuses applications qui sont en cours d'études in vivo. Notamment, nous avons au laboratoire un système d'études de la cicatrisation cutanée chez le rat, et nous avons montré que l'injection de facteurs de croissance dans des petits cylindres métalliques insérés sous la peau des rats va accélérer la réparation tissulaire chez ces animaux. D'autres études sont en cours au stade préclinique chez l'homme, et on peut envisager qu'à l'avenir, des processus identiques puissent être utilisés pour la réparation ligamentaire. Le problème majeur, en l'occurrence, étant d'accélérer les processus de cicatrisation par rapport à une cicatrisation normale. Docteur Rodino, dans la pratique du sport, on rencontre beaucoup de lésions de la cheville. Peut-on faire le point aujourd'hui sur ces lésions? Les lésions ligamentaires de la cheville sont effectivement très fréquentes en pratique sportive et on peut même dire que ce sont les lésions que l'on observe le plus fréquemment, en tous les cas au niveau ligamentaire.
Il me paraît très important de faire le point de ce problème à l'heure actuelle, car en fait se posent à leur sujet 3 ordres de questions. Tout d'abord, s'agit-il bien d'une entorse de cheville, et seulement d'une entorse de cheville? Est-ce qu'il s'agit uniquement de lésions ligamentaires ou est-ce qu'il existe des lésions associées, en particulier ostéochondrales, en association avec ces lésions ligamentaires? Deuxième élément, lorsqu'il s'agit bien d'une entorse de cheville, il faut en apprécier le degré de gravité. Et il est bien évident que la stratégie thérapeutique sera complètement différente selon qu'il s'agisse de la simple élongation d'un seul faisceau ligamentaire ou de la rupture de l'ensemble de l'appareil capsulo-ligamentaire du côté externe ou du côté interne de la cheville. Enfin, troisième élément, quelle est la stratégie thérapeutique la meilleure à adapter dans l'immense majorité des cas? Pour répondre à ces questions, il faut donc faire un interrogatoire précis. En ce qui concerne le mécanisme traumatique, il y en a 3, et exclusivement 3. Le premier, le plus fréquent, est un mécanisme en inversion qui va faire porter le pied en équin et l'arrière-pied en varus. Au cours de ce traumatisme en inversion, on peut léser le faisceau péronéo-astragalien antérieur, et c'est le faisceau le plus fréquemment lésé dans une entorse de cheville. On peut également léser le faisceau péronéo-calcanéen, plus exceptionnellement le faisceau péronéo-astragalien postérieur. Mais on comprend bien qu'au cours de ce mécanisme en inversion, on puisse également léser le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal, donc avoir une atteinte associée de la médio-tarsienne, qu'on puisse arracher la base du 5e méta, sur lequel s'insère le court péroné latéral, et ce sera un diagnostic différentiel dans certains cas, une lésion complémentaire dans d'autres cas. Mais il faut bien se dire aussi qu'au cours de ce même mécanisme, on peut avoir des lésions du compartiment interne de la cheville, soit au niveau de la pointe de la malléole interne, soit au niveau de la joue interne de l'astragale, soit au niveau du dôme supéro-interne de l'astragale. Il s'agit alors de lésions par impaction. Le ligament lâchant à la partie externe permet un télescopage des structures ostéocartilagineuses internes. Le deuxième mécanisme que l'on peut voir, c'est un mécanisme en flexion plantaire. En flexion plantaire, c'est le cas du footballeur, par exemple, qui tape dans le sol, ou c'est le cas du skieur qui tombe sur les fesses. Et donc, ce mécanisme en flexion plantaire va provoquer des lésions un petit peu particulières, en ce sens qu'elles vont concerner en premier lieu la capsule antérieure, mais également le faisceau antérieur du ligament latéral externe, mais également la partie antérieure du ligament latéral interne. Donc on aura une triple lésion ligamentaire. Enfin, beaucoup plus exceptionnel, ce sont les traumatismes en inversion, que l'on peut voir au cours du tennis, que l'on peut voir chez des footballeurs, et qui vont léser le ligament latéral interne, de façon isolée, mais il s'agit là souvent d'une lésion complexe, qui concerne également la malléole externe, qui se trouve fracturée, et qui concerne les moyens d'union de la syndesmose tibio-péronienne. Donc on peut voir simplement par l'interrogatoire, en étudiant soigneusement le mécanisme traumatique, on peut avoir une idée précise sur les lésions capsulo-ligamentaires ou sur les lésions ostéochondrales que l'on peut être amené à observer au cours d'un traumatisme de la cheville. Le deuxième élément qui est extrêmement important à recueillir à l'interrogatoire, c'est l'apparition et la localisation d'un gonflement immédiat. Dans les entorses tibio-tarsiennes, ce gonflement apparaît en pré- et sous-malléolaire externe. Si le gonflement apparaît plus bas situé, au niveau médio-tarsien, il s'agira d'une entorse grave de la calcanéo-cuboïdienne. S'il apparaît au bord externe du pied, il s'agira d'une fracture-arrachement de la base du 5e métatarsien. S'il apparaît au-dessus de la malléole externe, à 2 ou 3 travers de doigts au-dessus, il s'agira d'une fracture de la malléole externe. Donc, par la localisation de ce gonflement immédiat, on peut là encore avoir une idée précise sur les lésions anatomiques, tibio-tarsiennes, médio-tarsiennes, base du 5e méta, malléole externe.
Il faut également noter dans les suites rapprochées, au bout de quelques heures ou le lendemain lorsqu'on voit le blessé, la localisation de l'ecchymose. Son importance aussi, mais surtout sa localisation. Dans les entorses légères de la cheville, on observera une ecchymose entraînée au bord externe. Dans les entorses plus graves, la diffusion de l'ecchymose sera beaucoup plus large. Elle comportera toute la face dorsale du pied jusqu'aux orteils et elle remontera souvent au tiers inférieur, voire au tiers moyen de la jambe. Elle peut également être observée au niveau de la face interne, là encore sans qu'il s'agisse d'une double entorse, mais simplement de la diffusion de l'hématome à la face interne de la cheville. En revanche, et ça c'est une notion qui est capitale, on ne voit jamais d'ecchymose à la face plantaire du pied dans une entorse de cheville, quel qu'en soit le degré de gravité. Et lorsqu'on constate une ecchymose à la face plantaire du pied, il faut se dire que c'est une lésion osseuse qui existe et donc il faudra savoir la mettre en évidence par l'examen ou par les bilans radiographiques. L'examen clinique doit comporter différents temps. L'étude de la mobilité, qui porte non seulement sur la tibio-tarsienne, mais également sur les articulations sous-astragaliennes et médio-tarsiennes. L'étude des contractions résistées, qui permet de faire un diagnostic de gravité et un diagnostic différentiel dans certains cas. La recherche d'une laxité, qui doit se faire dans le plan frontal, mais également dans le plan antéro-postérieur. Enfin, la palpation des points douloureux. L'étude de la mobilité doit porter sur la tibio-tarsienne au cours d'un mouvement de flexion plantaire forcé et d'un mouvement de flexion dorsale. Sur la sous-astragalienne au cours d'un mouvement de varus et d'un mouvement de valgus. La médio-tarsienne, après avoir bloqué le calcanéum, au cours de mouvements de pronosupination et d'abduction-adduction. Les tests isométriques doivent porter sur l'ensemble des muscles moteurs. Il faut tester, dans un premier temps, les stabilisateurs externes de la cheville. Les péronées latéraux, en demandant au patient de faire un mouvement d'éversion du pied et en s'y opposant au niveau du 5e métal, ce qui permet donc la mise en tension de ces tendons des péronées latéraux. Au cours des tests isométriques, il faut également tester l'extenseur commun des orteils en s'y opposant fortement et en mettant en évidence ce tendon, qui est un stabilisateur externe important de la cheville, l'extenseur propre du gros orteil, que l'on voit parfaitement bien à ce niveau, également le jambier antérieur, que l'on teste de cette façon-ci, en s'y opposant avec force. On peut ainsi établir un diagnostic différentiel dans certains cas, notamment en cas de rupture du jambier antérieur, où on peut parfois confondre ce tableau avec une entorse antérieure du coup de pied. Il faut tester également le jambier postérieur en demandant au patient de bien allonger le pied et de faire un mouvement d'adduction, ce qui permet de mettre en tension ce tendon du jambier postérieur, qui est le stabilisateur interne de la cheville. Il faut également tester la flexion plantaire, allonger le pied, en tirant fortement sur le calcanéum. En fait, ce test qui explore le triceps, c'est fort, est surtout réalisé en position debout. Il faut ensuite rechercher des mouvements anormaux, et ces mouvements anormaux doivent être recherchés dans deux plans. On va tout d'abord étudier le varus de l'arrière-pied. Donc on regarde à ce moment-là s'il y a une augmentation du varus par rapport au côté opposé. Et surtout on note s'il se creuse un sillon péronéo-astragalien et également s'il y a une surélévation de la malléole externe au cours de ce mouvement.
Cet élément est un élément fondamental dans l'existence d'une laxité de la cheville. On peut également les rechercher au niveau du médiotarse en empaumant soigneusement le calcanéum et en mobilisant l'interligne médiotarsien, en particulier externe calcanéo-cuboïdien, en pronosupination et en abduction-adduction. Il faut également rechercher un tiroir astragalien antérieur. Il y a plusieurs façons de le rechercher. On peut le faire comme ceci, en empaumant le calcanéum et en repoussant le segment jambier vers l'arrière. On note ainsi l'importance de ce tiroir astragalien antérieur. On peut le faire dans différentes positions de dorsiflexion ou de flexion plantaire. On peut également le rechercher, le pied reposant sur la table d'examen et en repoussant simplement le segment jambier vers l'arrière. Et on voit très bien l'importance de la laxité qui est le témoin d'une instabilité de cheville ou tout au moins d'une laxité ligamentaire importante. Il faut clore l'examen clinique par la palpation. Cette palpation doit porter sur tous les faisceaux ligamentaires accessibles au doigt, mais aussi sur certaines structures osseuses. L'articulation péronotibiale inférieure, dont les ligaments antérieurs peuvent être lésés, et là encore il s'agit d'une lésion qui est souvent méconnue. Le faisceau péronéo-astragalien antérieur, le faisceau péronéo-calcanéen, faisceau moyen, qui s'insère à la pointe de la malléole externe et relativement en arrière sur le calcanéum. On peut palper également la gaine des péronniers latéraux à la partie postérieure de la malléole externe. Il faut palper systématiquement l'orifice externe du sinus du tarse. En cas de douleur, on évoquera une lésion du ligament en haie. Il faut palper le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal, qui pourrait être le témoin d'une lésion médiotarsienne, la base du 5e méta, qui pourrait être le témoin d'une fracture-arrachement de la base du 5e méta sous l'effet de la contraction du court péronnier latéral. Lors de la palpation, dans toute entorse externe, il faut palper les plans internes, le ligament latéral interne, qui doit être palpé sur toute sa longueur, le tendon du jambier postérieur en arrière de la malléole interne et le dôme supéro-interne de l'astragale, qui peut être lésé dans une entorse externe de la cheville. Ainsi, peut-on faire un bilan lésionnel complet comportant l'étude de la mobilité, et on notera pour chacun des mouvements s'il existe une limitation ou au contraire une augmentation de l'amplitude du mouvement, et si l'on provoque des douleurs au cours de ce mouvement, l'étude des contractions résistées qui permettra d'avoir un bilan tout à fait exact sur la situation des muscles et des tendons périarticulaires. On recherchera les mouvements anormaux dans le plan frontal et dans le plan antéro-postérieur. Enfin, on palpera les différentes structures qui peuvent être le siège de lésion dans le cadre d'une entorse du cou de pied. Dans les entorses de la cheville, 4 clichés sont nécessaires. Un cliché de face, un cliché de profil standard, un cliché de face en rotation interne de 20 degrés, un déroulé du pied. Sur le cliché de face, il faut bien repérer la malléole externe et voir s'il n'existe pas de lésion fracturaire au niveau de cette malléole externe, ou en sous-ligamentaire, ou au niveau de la pointe de la malléole, qui serait un arrachement de la pointe de la malléole, équivalent d'une entorse grave de cheville. Il faut regarder la malléole interne, il faut regarder le dôme de l'astragale. Mais du côté externe, on est gêné par la superposition avec la malléole externe. Il y a un autre point qui est très important à toujours bien garder sur ces clichés de face, c'est la base du 5e méta,
pour voir s'il n'y a pas de lésion osseuse à ce niveau. Sur le cliché de profil, il faut bien identifier la malléole externe. Certes, elle se voit en superposition avec le tibia d'une part, l'astragale d'autre part, mais c'est sur cette incidence de profil que l'on voit le mieux les fractures de la malléole externe. Il faut toujours regarder l'astragale et en particulier la jonction col-corps où il peut exister des lésions lors d'un traumatisme de la cheville. Il faut également regarder le rostre calcanéen qui peut être le siège d'une fracture partielle. Le troisième cliché est un cliché de face en rotation interne de 20 degrés. Son intérêt, et vous le voyez bien sur ces deux clichés, cliché standard, cliché en rotation interne, est de mettre en évidence le dôme supéro-externe de l'astragale sans qu'il y ait de superposition comme ici avec le péroné, et également d'objectiver l'interligne péronéo-astragalien où il peut exister parfois de petits arrachements osseux que vous verrez bien sur cette incidence et qui ne seront pas visibles sur celle-ci. L'intérêt du cliché en déroulé du pied, c'est de permettre une étude de l'ensemble des os du pied. Dans le contexte d'une entorse de cheville, il faut surtout s'attacher à étudier le scaphoïde. Il peut y avoir un arrachement du tubercule interne du scaphoïde. Il faut étudier le cuboïde. Et il peut y avoir un arrachement de l'anneau calcanéo-cuboïdien. Enfin, il faut toujours bien étudier le cinquième méta, la base du cinquième méta, mais également dans certains cas la diaphyse du cinquième méta, qui peut être le siège d'une fracture dans le contexte d'une entorse en varus de la cheville. Chaque fois que cela est nécessaire au diagnostic de gravité et de ce fait un choix thérapeutique, il faut faire des clichés dynamiques. Ces clichés dynamiques sont réalisés tout d'abord en varus. Et en varus, on va donc soit empaumer le calcanéum, comme au cours de l'examen clinique, et le faire tourner en dedans, soit, ce qui est à notre préférence, faire ce cliché en appui. Et c'est le malade à ce moment-là qui réalise son cliché dynamique. Qu'est-ce que l'on doit apprécier sur ces clichés dynamiques? On doit apprécier deux choses. D'une part, l'importance de l'angle tibio-astragalien. D'autre part, l'espace qui existe à la face externe de la cheville entre la pointe de la malléole externe et l'apophyse externe de l'astragale. Ces deux éléments permettent d'appréhender la gravité de la lésion ligamentaire sans pour autant que l'on puisse se fonder sur des chiffres. En fait, cela change d'un individu à l'autre. Il faut toujours faire cet examen comparatif et surtout, il faut l'intégrer dans l'ensemble du bilan clinique pour apprécier véritablement la gravité de l'entorse de cheville. Le deuxième cliché que l'on doit réaliser systématiquement est un cliché en tiroir. Ce cliché peut être réalisé de différentes façons également. La façon qui est peut-être la plus performante est la façon manuelle. Et c'est exactement comme au cours de l'examen clinique. On va empaumer le calcanéum d'une main, on va stabiliser le segment jambier de l'autre main, et on va faire apparaître un mouvement de tiroir astragalien antérieur. Et ce tiroir astragalien antérieur est parfaitement objectivé par deux éléments. L'espace entre la partie postérieure de la margelle inférieure du tibia et du dôme supérieur de l'astragale. Et deuxième élément qui est moins connu, c'est le fait que les joues de l'astragale ne sont plus superposées, mais se décalent, ce qui traduit l'instabilité rotationnelle de l'astragale. On a ainsi un autre élément pour appréhender la gravité de la lésion ligamentaire. Le traitement des entorses de cheville doit être fondé sur la gravité présumée des lésions. Il n'y a donc pas de traitement passe-partout, mais il faut faire un choix sérieux dans les différentes modalités thérapeutiques en se fondant sur les données de l'interrogatoire,
les données de l'examen clinique et celles du bilan radiographique. À partir de là, on peut classer les entorses de cheville en 3 grandes catégories. Les entorses bénignes, où il s'agit simplement de l'élongation du faisceau antérieur, mais élongation qui peut aller jusqu'à une rupture partielle. Les lésions de stade 2, qui comportent obligatoirement la rupture du faisceau antérieur, mais également de la capsule antérieure. Enfin, les lésions de stade 3, qui concernent obligatoirement capsule antérieure, faisceau antérieur, mais également faisceau moyen et, dans certains cas, faisceau postérieur du ligament latéral externe de la cheville. Au stade 1, le traitement doit être un traitement fonctionnel. Ce traitement répond aux règles habituelles de glaçage, parfois de surélévation du membre inférieur et de diminution de l'appui, de mobilisation précoce. Il n'y a pas de place à ce stade pour les traitements anti-inflammatoires, par voie générale ou par voie locale, ni à plus forte raison pour l'immobilisation, quelles qu'en soient les modalités. Au stade 2, on a le choix entre 3 traitements. Un traitement fonctionnel, un traitement par immobilisation relative, tel un strapping, ou un traitement par immobilisation stricte, par exemple par un plâtre ou par une résine. Le traitement fonctionnel a de loin notre préférence. Il se divise en 2 phases. Une première phase où on cherche à lutter contre les phénomènes inflammatoires et douloureux, comme on l'a vu dans le stade précédent, et un stade qui est entrepris secondairement vers le 3e, 4e jour, et qui est fondé sur la récupération de la mobilité articulaire et de la stabilité de la cheville par des exercices fonctionnels. Reste à discuter le traitement des stades 3. Des stades 3 avec rupture ligamentaire formelle sont théoriquement traités soit par l'immobilisation plâtrée, soit par la chirurgie. En fait, à l'heure actuelle, on sait très bien que ces stades 3 peuvent bénéficier d'un traitement fonctionnel à la condition que ce traitement fonctionnel soit particulièrement bien réalisé d'une part et surtout soit bien suivi par un thérapeute compétent. Dans ce contexte, on ne fait courir aucun risque au sujet et l'expérience montre que les résultats sur la stabilité de la cheville sont tout aussi bons qu'avec des méthodes thérapeutiques beaucoup plus lourdes. Gérard Piron, on voit que le traitement et la clinique des lésions de la cheville a évolué ces 10 dernières années. Peut-on en dire autant de la rééducation? Il me semble que oui, dans la mesure où, depuis quelques années, on connaît mieux la biomécanique et la fonction du pied au cours de la locomotion ou des activités sportives, et cette connaissance a été intégrée par les rééducateurs dans leur programme de réentraînement et de resollicitation des éléments lésés après traumatisme, quel que soit le type du traumatisme. Le traitement kinésithérapique va être alors plus fonctionnel. Oui, plus fonctionnel, certes, et aussi beaucoup plus précoce. En effet, lorsqu'un élément, un ligament, un tendon sont lésés, bien entendu, il faut respecter un certain délai de repos relatif pour permettre une cicatrisation, mais la rééducation doit commencer le plus tôt possible. D'une part, pour entraîner les autres structures qui ne sont pas lésées et qui peuvent éventuellement compenser ou pallier ce déficit temporaire, mais même au niveau de la structure lésée, il faut une rééducation extrêmement douce, extrêmement progressive pour réorienter la cicatrisation, sans compter que cette rééducation précoce va pallier aux aléas d'une immobilisation trop stricte ou trop prolongée. Précocité du traitement kinésithérapique, mais à partir de quand? Bien, la précocité de l'abord kinésithérapique du pied va dépendre, bien entendu, de la nature des lésions, de la gravité de ces lésions et du traitement proposé, soit un traitement orthopédique, soit un traitement chirurgical ou encore un traitement fonctionnel. Mais dans tous les cas, le kinésithérapeute peut proposer un certain nombre d'exercices, un certain nombre d'entretiens des différents éléments du pied quasi immédiatement, dans la mesure où le pied, bien entendu, est constitué sur le plan mécanique d'un ensemble d'os, d'articulations, de tendons et de ligaments, et ces éléments doivent bénéficier d'un temps de cicatrisation ou d'un temps de repos relatif.
Mais le pied est aussi un organe extrêmement intéressant, indispensable pour assurer la posture de la station debout propre à l'être humain. Et cet organe, de par les tendons ou les ligaments, mais aussi de par la présence d'un capiton plantaire qui possède d'innombrables mécanorécepteurs, qui vont donc renseigner sur la position du pied par rapport au sol, sur les différentes pressions verticales ou tangentielles qui s'exercent sur cette structure, ces informations étant complémentaires d'autres systèmes proprioceptifs, comme par exemple le labyrinthe ou les muscles nucaux ou lombaires. Il est donc intéressant, sur le plan de la rééducation, d'avoir une conception de la fonction du pied au sol. En effet, le pied est tout d'abord l'organe qui va supporter le poids du corps. Et sur ce modèle mécanique, on voit très bien que lorsque l'on appuie sur le segment jambier, le premier rôle du pied est un rôle d'amortisseur. Ce pied s'étale lorsqu'il est en charge et se creuse lorsque ces pressions diminuent. Effectivement, on voit bien sur le modèle mécanique que le pied est un remarquable amortisseur sur le plan statique. Bien, sur le plan statique, déjà, le pied est extrêmement complexe et bien fait, puisque nous avons un amortisseur de type passif par mise en tension des structures ligamentaires plantaires. Lorsque le pied est en appui, avec des déséquilibres peu importants, on s'aperçoit que le poids du corps, transmis par le tibia, passe au niveau de l'astragale et est réparti en arrière sur la partie calcanéenne et en avant par le col de l'astragale sur le scaphoïde. Du scaphoïde, l'appui va transiter par les deuxième et troisième cunéiformes et les deuxième et troisième métatarsiens. Ces métatarsiens étant les plus fixes du pied. Nous avons donc un appui central constitué en arrière par un pied calcanéen, en avant par un pied astragalien. L'équilibre va nous être fourni par la musculature intrinsèque du pied qui part du calcanéum et qui vient sur le premier méta, et la musculature intrinsèque externe qui part du calcanéum et qui vient sur le cinquième méta. On peut dire que le pied statique fonctionne un petit peu comme un trimaran, avec une coque d'appui centrale et deux stabilisateurs latéraux. Ces idées ne sont pas récentes, puisque c'est De Doncker qui a déjà proposé, il y a de nombreuses années, cette conception du pied. Bien, lorsque les déséquilibres deviennent plus importants, la stabilité du segment jambier par rapport au pied sont assurées en plus par des muscles extrinsèques. Alors bien entendu, dans la stabilité antéro-postérieure, nous avons le système tricipital qui évite au tibia de s'incliner vers l'avant, aux muscles antérieurs, dit releveur du pied, qui évite au tibia de s'incliner vers l'arrière, quoique beaucoup moins efficace, puisque la longueur du calcanéum en arrière du pied est beaucoup moins importante que la longueur en avant. Et puis, il y a les déséquilibres latéraux. Déséquilibres latéraux qui proviennent soit d'un déplacement du calcanéum sous le segment jambier, soit d'un déplacement du segment jambier au-dessus du calcanéum. Bien, dans ce cas-là, deux muscles sont extrêmement importants. Le long péronnier latéral, qui court sur la face externe de la jambe, qui va s'engager dans la gouttière calcanéo-cuboïdienne, traverser le pied de dehors en dedans et venir s'insérer sur le premier méta. Ce muscle, en se contractant, lorsque le méta est au sol, va soulever le bloc calcanéo-cuboïdien et donc réaliser un calcaneus valgus. À l'opposé, à l'intérieur, nous avons le long fléchisseur propre du pouce, qui passe en arrière de la malléole tibiale, qui passe sous le sustentaculum tali pour venir sur le premier orteil. Lorsqu'il se contracte et que l'orteil ne peut pas pénétrer dans le sol, eh bien ce muscle va soulever le bord interne
du calcanéum et réaliser un varus calcanéen. Vous avez parlé de catamaran tout à l'heure. Un catamaran, ça se déplace sur l'eau. Un pied aussi, ça se déplace. Oui, alors c'est le deuxième aspect du pied, c'est l'aspect dynamique, et surtout dynamique dans des activités hautement sportives. Bien entendu, l'activité la plus fréquemment rencontrée est la propulsion. La propulsion, lors du saut par exemple, eh bien, la tibio-tarsienne va se positionner en flexion plantaire. Le poids passe donc par le tibia, par la face postérieure de l'astragale, transite par le col astragalien et la tête de l'astragale, le scaphoïde, et va se prolonger sur les deux métas internes qui sont les métas les plus longs. Et dans ce cas, le calcanéum devient un véritable sésamoïde. Il est sésamoïde dans le plan sagittal entre le triceps et les muscles court-fléchisseurs plantaires. Il est sésamoïde dans le plan frontal entre le long fléchisseur propre du pouce en dedans et le long péronnier latéral en dehors qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. On peut donc dire que le pied de la propulsion, le pied du saut, si nous reprenons la comparaison avec les bateaux, eh bien, est un prao, c'est-à-dire un bateau à grosse coque avec un petit stabilisateur externe. D'ailleurs, la considération de ces muscles extrinsèques nous amène à concevoir le pied dans l'ensemble du membre inférieur. C'est ce que nous allons observer sur ces schémas. Ici, la contraction du jambier postérieur qui va avancer la malléole interne, coucher le calcanéum sur son bord externe et donc entraîner une rotation externe du segment jambier sous le fémur. Phénomène inverse, la contraction du long péronnier latéral va donc avancer la malléole péronnière, coucher le calcanéum sur son bord interne et entraîner une rotation interne du segment jambier sous le fémur. Lorsque le genou est étendu, cette rotation va se manifester au niveau de la hanche. Jambier postérieur est associé à une rotation externe de hanche, donc le long péronnier latéral est associé à la rotation interne de la hanche. Enfin, pour terminer, il faut envisager la réception taligrade. En effet, lorsque le sujet se reçoit sur le talon, la force transmise par le tibia a tendance à provoquer l'abatté rapide et violent de la plante du pied sur le sol. Pour éviter ou pour contrôler ce mouvement trop brutal, il est nécessaire d'activer les muscles dits releveurs du pied. Et ces muscles releveurs du pied sont aussi des abaisseurs du calcanéum, puisqu'en se contractant, on aperçoit que le calcanéum se déplace vers le bas par rapport au tibia. Bien donc, nous venons de voir que quelle que soit la fonction du pied, un pied statique ou un pied dynamique, il y a toujours contact entre la surface cutanée plantaire de ce pied et le sol. C'est donc à partir de cette stimulation des mécanorécepteurs plantaires que les muscles vont répondre. Et en rééducation, il faudra donc réenvisager toutes ces situations de propulsion, de réception ou d'appui statique. C'est ce que je vous propose de démontrer sur un sujet. Bien, après ces considérations biomécaniques et physiologiques sur la tibio-tarsienne et le pied, nous allons proposer une démonstration pratique. Voici le cas d'un sujet qui a présenté une entorse de la tibio-tarsienne, une entorse externe, il y a 3 semaines, mais cette entorse présentait en plus une douleur du compartiment interne due à un traumatisme direct, à savoir un coup de pied sur l'avant-pied. Donc a été proposé un traitement orthopédique par plâtre, 3 semaines. Il vient d'être déplâtré et nous débutons donc cette rééducation. Premier abord, la récupération de la mobilité de la tibio-tarsienne et du pied. Progressivement, l'avant-bras se place sur la face plantaire du pied,
le coude vers le talon de façon à entraîner automatiquement une flexion plantaire. La deuxième main va s'appliquer cycliquement sur le coup-de-pied et plus particulièrement sur le compartiment externe, de façon à provoquer à la fois un massage très doux de type drainage lymphatique, associé à une mobilisation en flexion dorsale, qui a pour objet non seulement de mobiliser le complexe articulaire de l'arrière-pied, mais aussi de provoquer une mise en tension du triceps dans sa loge, et donc d'avoir un effet chasse veineux. Au cours du massage, et selon les réactions du sujet, il est possible d'augmenter la composante de flexion dorsale ou de diminuer cette composante de façon à fluidifier la mobilisation tissulaire et articulaire. Deuxième technique qui vise à récupérer les glissements des tissus mous et en particulier la partie inférieure de la jambe où de nombreux tendons des muscles extrinsèques passent sur les différentes faces de la jambe pour se destiner au pied. Donc mobilisation qui consiste à étirer le muscle triceps en même temps que l'autre main plisse les releveurs du pied pour assurer de la flexion dorsale, étirement des fléchisseurs dorsaux pendant que la main postérieure glisse sur le tendon d'Achille pour assurer la flexion plantaire. Détendez-vous complètement, laissez aller, et voici la mobilisation qui se met en place progressivement en insistant soit dans le sens de la flexion dorsale, qui est le cas le plus fréquent et l'amplitude la plus difficile à récupérer, soit en insistant sur la flexion plantaire. Ensuite, il suffit de mobiliser les mains en légère rotation pour avoir un début de circonduction au niveau de la sous-astragalienne. Bien, nous allons à présent réaliser une sollicitation systématique des récepteurs, des mécanorécepteurs cutanés plantaires. Pour ce faire, nous allons solliciter d'une façon systématique et multidirectionnelle les zones d'appui en regard du premier méta, en regard des deuxième et troisième méta, appui fixe, en regard du quatrième et cinquième méta, palette mobile externe, en regard de la bande de roulement externe du pied et enfin en regard du calcanéum qui constitue la bande d'appui postérieure. Après avoir réalisé ces mobilisations tangentielles de la peau, nous allons les utiliser pour recruter les muscles extrinsèques et intrinsèques du pied. Par exemple, en faisant glisser la main sur la peau du talon, et glissement vers l'arrière, qui correspond à la phase talligrade de la marche, par exemple, nous allons demander au sujet, vous sentez ma main glisser? Empêchez de glisser. Empêchez très fort. Relâchez. Sentez ma main glisser. Empêchez-moi de glisser. Très fort. Relâchez. Nous sollicitons ainsi l'ensemble des muscles releveurs du pied. Pour une action sélective plus importante, le glissement va être réalisé oblique vers l'arrière et le dehors ou l'arrière et le dedans. Par exemple, vous sentez ma main glisser? Empêchez-moi de glisser. Relâchez. Vous sentez ma main glisser? Empêchez-moi de glisser. Relâchez. Vous sentez ma main glisser? Empêchez-moi de glisser. Relâchez. Pour les muscles externes, le glissement va se faire vers l'arrière et l'intérieur. Vous sentez ma main glisser? Empêchez-moi de glisser. Très bien. Relâchez. Vous sentez ma main glisser? Empêchez-moi de glisser. Très bien. Relâchez. Détendez-vous. Au niveau de l'avant-pied, nous allons procéder de la même façon. Mobilisation en glissement vers l'avant de la peau du pied par rapport au squelette,
qui correspond à une prise d'appel de saut par exemple. Donc, déplacement vers l'avant, vous sentez ma main glisser, empêchez-moi de glisser, encore, 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 sollicitation globale de l'ensemble des fléchisseurs plantaires. Vous sentez ma main glisser, empêchez-moi de glisser, encore, 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 relâchez, détendez-vous. Vous sentez ma main glisser, allez-y, empêchez-moi de glisser, encore, 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 relâchez. Pour une stimulation plus précise des fléchisseurs plantaires internes ou externes, nous allons localiser la poussée sur la partie interne ou externe du pied, ainsi que la direction de ce glissement. Vous sentez ma main glisser, empêchez-moi de glisser, encore, 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 relâchez, sollicitation plus spécifique du jambier postérieur, allez-y, empêchez-moi de glisser, encore, 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 relâchez. Glissement vers l'intérieur, vous sentez ma main glisser, empêchez-moi de glisser, encore, 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 stimulation plus spécifique du long péroné latéral. Empêchez-moi de glisser, encore, 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 relâchez, détendez-vous. Toujours dans l'optique de cette mobilisation tissulaire, déplacement transversal du tendon d'Achille associé à la mobilisation simultanée de la sous-astragalienne et de la tibio-tarsienne. Une prise calcanéenne va réaliser des mouvements de circonduction de la grosse tubérosité postérieure du calcanéum, en même temps que les doigts de l'autre main déplacent transversalement le tendon d'Achille. Cette manœuvre peut être réalisée sur une position raccourcie ou sur une position de plus en plus longue, ce qui en fait une manœuvre de choix dans le traitement et la récupération des ruptures de ce tendon. Manœuvre similaire réalisée sur l'ensemble des tendons des muscles releveurs du pied, ou plus spécifiquement sur les tendons de l'extenseur commun des orteils et du péroné antérieur, très souvent concernés par les lésions externes de la cheville. Après avoir effectué ce réveil musculaire, nous allons poursuivre la progression en appliquant méthodiquement et d'une façon très douce le pied contre le thorax. Le praticien, en fente avant, peut doser d'une façon très précise l'intensité de l'appui sur la plante du pied. À partir de cette position, nous allons solliciter par torsion du tronc en demandant au sujet de nous empêcher de bouger. Empêchez-moi de bouger, empêchez-moi de bouger, empêchez-moi de bouger, empêchez-moi de bouger. Afin de réaliser un exercice un petit peu plus intense, des résistances peuvent être appliquées à la partie distale du segment jambier. Empêchez-moi de bouger, tenez, 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 allez-y, empêchez-moi de bouger, encore, encore, empêchez-moi de bouger, tenez, 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 empêchez-moi de bouger, encore, encore, relâchez, détendez-vous. Après l'appui plantigrade, nous passons à l'appui digitigrade. Tenez, empêchez-moi de bouger, relâchez, tenez, empêchez-moi de bouger, encore, encore, relâchez, tenez, empêchez-moi de bouger, très fort, relâchez, empêchez de bouger, encore, encore, relâchez, détendez-vous. À partir d'une position de décubitus dorsal, il est possible, en pliant la hanche et le genou, de positionner le pied à plat sur la table, et donc une nouvelle gamme d'exercices se présente à nous. Par exemple, celle qui consiste à travailler les muscles releveurs du pied en fonction d'abaisseur du calcanéum. Allez-y, monsieur, enfoncez le talon dans la table et poussez le genou dans ma main. Relâchez. Allez-y, poussez le genou dans ma main. Très fort. Relâchez, détendez. Cet exercice
les muscles releveurs du pied développent une force considérable d'ascension, environ 160% du poids du corps. Donc, pour augmenter la difficulté de recrutement, eh bien, il suffit de tracter l'extrémité inférieure de la jambe vers l'avant et donc de réaliser un glissement du calcanéum en avant par rapport à la peau sous-calcanéenne. Allez-y, enfoncez le talon dans la table, poussez sur ma main et empêchez-moi de déplacer la jambe vers l'avant. Relâchez. Encore une fois, enfoncez le calcanéum, poussez sur ma main, empêchez-moi de me déplacer. Très bien. Afin de travailler plus particulièrement les stabilisateurs internes ou externes, en reprenant le même exercice, allez-y, enfoncez le calcanéum, poussez. Il suffit d'imprimer une force de déplacement vers l'intérieur ou l'extérieur. Tenez, empêchez-moi de me déplacer. Allez-y, encore, tenez très fort, relâchez. Dans cet exercice, il est à noter que, au niveau de ces muscles, les muscles extrêmes, jambier antérieur en dedans et péronnier antérieur en dehors sont courts, alors que les muscles médians, l'extenseur propre des orteils et l'extenseur commun des orteils sont très longs, puisqu'ils viennent jusqu'aux extrémités de ces derniers. À partir d'un appui plantaire complet, nous allons déplacer le pied globalement vers la supination en appliquant une résistance à la partie interne du segment jambier. Et nous demandons au sujet de ramener le pied sur la table. Allez-y, ramenez le pied sur la table. Encore, 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 ce qui permet de faire travailler l'ensemble des muscles pronateurs. Inversement, si nous portons le pied en supination, nous allons demander au sujet de ramener le pied sur la table. Allez-y, poussez contre ma main, ramenez le pied sur la table. Encore, 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 encore. Et nous faisons travailler l'ensemble des muscles supinateurs. Bien, après avoir réabordé cette rééducation en appui taligrade, en appui plantigrade, il nous reste à envisager la situation de l'appui digitigrade. À partir d'un appui sur l'extrémité inférieure du fémur, il est possible de doser à volonté l'intensité de contraction de l'ensemble des muscles fléchisseurs plantaires. Allez-y, monsieur, décollez le talon, tenez. Très bien. Relâchez, relâchez complètement. Allez-y, décollez le talon. Très bien. Sur cette position de flexion plantaire, par un déséquilibre calcanéen externe ou interne, nous allons solliciter la stabilité latérale du pied. Allez-y, tenez, empêchez-moi de bouger, 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 relâchez, détendez. Bien, à partir d'une vision podoscopique de l'appui plantaire, il est possible de mettre en évidence la relation entre les mouvements de pronosupination du pied et de rotation axiale du membre inférieur. Ainsi, si l'on demande au sujet de contracter le jambier postérieur en lui demandant de soulever la partie interne du pied, on s'aperçoit que le poids se reporte sur le bord externe du pied, en même temps que le membre inférieur dans son ensemble se déplace dans le sens d'une rotation externe, comme en témoigne le grand trochanter qui s'est déplacé vers l'arrière. Inversement, si on lui demande de creuser la partie externe du pied, le poids se répartit sur la colonne interne, talon et gros orteil, alors que dans son ensemble, le membre inférieur a tourné dans le sens d'une rotation interne, comme en témoigne l'avancée du grand trochanter. Revenez. Lorsque le genou est légèrement fléchi, les mouvements sont différents puisque le déplacement vers l'extérieur du genou s'accompagne bien entendu d'une transmission des forces sur la partie externe du pied, mais alors que la hanche est en abduction, rotation externe, le genou est en varus, rotation interne. Inversement, si l'on demande au sujet de déplacer le genou vers l'intérieur, le poids se reporte sur le bord interne du pied,
Il est contrôlé par la contraction du long péronnier latéral, la hanche est en adduction, rotation interne, alors que le genou est en valgus, rotation externe. Ces déplacements combinés hanche, genou, cheville, pied, soit en dehors, soit en dedans, seront réutilisés ultérieurement comme exercice sur le skateboard. Revenez et descendez. Outre le travail de l'appui plantigrade que nous avons envisagé sur le podoscope, nous allons proposer des exercices en appui taligrade. Appui sur le bord interne du talon, donc dans les réceptions antéro-externes. Nous allons demander au sujet de se repousser en soulevant le bord externe du pied. Allez, repoussez, relâchez, repoussez. Travail à prédominance de l'extenseur commun des orteils. Vous allez placer le talon en antérieur et interne. Appui sur le bord externe du talon. Repoussez-vous, relâchez, repoussez-vous, relâchez, repoussez-vous. Travail à prédominance sur le jambier antérieur. Vous ramenez le pied et vous déplacez celui-ci en avant. Dans cette position, le membre inférieur droit est en position de propulsion sur le premier rayon. Allez-y, poussez le bassin vers moi, relâchez, poussez le bassin vers moi, relâchez, poussez le bassin vers moi, relâchez. Travail essentiellement du long péronnier latéral. Vous déplacez votre pied en arrière, poussez le bassin vers moi, relâchez, poussez le bassin vers moi, propulsion sur le bord externe du pied, travail essentiel du jambier postérieur. Revenez et reposez. Ces exemples d'exercices ne constituent nullement une représentation exhaustive de tout ce qui peut être réalisé en rééducation sur une cheville traumatisée. Ils ont simplement pour but de sensibiliser au fait que le pied fonctionnant sur le sol, les stimulations de départ doivent se faire à partir de la surface cutanée plantaire. Ces stimulations entraînent les contractions des muscles moteurs stabilisateurs du pied dans tous les sens, aussi bien extrinsèques qu'intrinsèques. À partir des exercices que nous avons réalisés, il est possible de les transférer par exemple sur un skateboard, d'abord en statique en plaçant l'appareil sur un tapis de mousse, puis en dynamique en déplaçant l'appareil sur un sol dur, ce qui fait la transition avec les exercices bien connus de tous les kinésithérapeutes sur plan instable, comme le ballon, les planches de Freeman, le trampoline, et ainsi de suite. Bien entendu, doit être envisagé impérativement, surtout dans le cadre de rééducation de sportifs, une reprise d'activité progressive sur terrain varié, avec progressivement la reprise d'un entraînement, y compris sous protection pendant au moins un moment d'une contention collée souple.